Savez-vous comment un Goliath en affaires tombe au combat? Écoutez cette histoire-là. Je vais vous parler d'une histoire d'une entreprise réelle, canadienne, d'originaire de Montréal, qui était florissante et qui œuvrait dans le domaine de l'énergie et des technologies. Je vais parler de Nortel. Donc, Nortel, c'est une entreprise qui a été fondée en 1895. Donc, ça fait plus de 100 ans. Et elle a connu un essor vraiment phénoménal. À son apogée, Nortel représentait le tiers de la capitalisation boursière de la bourse de Toronto et elle avait plus de 95 000 employés autour du monde. Dans les années 90, elle a décidé d'investir massivement, de faire des acquisitions parce qu'elle voulait tout dominer. Alors, le cours de ses actions, évidemment, a été boosté. Mais en même temps, elle a boosté sa culture d'arrogance. Donc là, Nortel ne prêtait plus attention aux produits qui étaient sortis. Et au niveau des décisions stratégiques, elle manquait de recul. Alors, Goliath était devenu arrogant. Et on sait qu'est-ce qui arrive avec les gens arrogants? Ben là, ils sont aveuglés par leur propre soleil. Alors, qu'est-ce qui est arrivé en 2000-2001? C'est l'éclatement de la bulle technologique. Nortel est dans de beaux draps. Donc, elle a des dettes, elle s'endette, elle passe à travers plusieurs restructurations, beaucoup de congédiements aussi. Et enfin, elle se met sous la protection de la faillite en 2009 et elle fait faillite en 2013. C'est, dans l'histoire canadienne, c'est une des plus grandes faillites. Est-ce que vous pouvez imaginer une entreprise qui a 95 000 employés, puis qu'en quelques années tombe à zéro? C'est impressionnant. C'est tout ça pour vous dire que même les Goliaths peuvent être vaincus. Il y a une étude qui a été faite à l'Université d'Ottawa suite à la faillite de Nortel. Puis les 3 causes principales qu'ils ont notées, c'est que justement la direction de Nortel n'a pas vu venir les choses. Ensuite, les directeurs, les différentes directions travaillaient en silo, ils ne se parlaient pas. Donc, il y avait un manque de coordination et de synergie. Et enfin, la gestion des ressources humaines, c'était un échec complet. Alors, c'est quoi la résilience de son entreprise? Bien, c'est de mettre en place des structures, des procédures, des outils qui nous permettent de mieux résister aux tempêtes. Alors, par tempête, est-ce qu'il y en a qui peuvent donner des exemples? Quel genre de tempête on peut passer à travers en tant qu'entrepreneur? Oui? Pardon? J'entends pas. Une grosse croissance? OK? Oui, ben c'est de la gestion, ça, quand ça part trop vite. Exact. Il y a aussi des changements dans les réglementations puis les lois. Il peut y avoir aussi l'impact de la politique chez nous ou à l'étranger, par exemple aux États-Unis. Ça peut être des nouvelles technologies qui viennent sur le marché. Ça peut être la pandémie, évidemment. Des changements dans le marché, la perte de certains membres clés au sein de l'entreprise, au sein de l'équipe, le bris d'un équipement critique, etc. Il y en a de toutes les sortes des tempêtes. Pensez à l'histoire des 3 petits cochons. C'est que le premier cochon, avec sa petite maison en paille, ça a été facile puis rapide à mettre en place. Mais le loup est arrivé, puis en un souffle, il la met à terre. Le deuxième cochon, c'était en bois. OK, il a mis certaines choses en place, peut-être pas assez, parce qu'au deuxième souffle du loup, c'est tombé à terre. Mais le troisième cochon avec sa cabane, sa maison en briques, ça a pris du temps à travailler, à mettre ça sur pied. C'était brique par brique par brique. Mais chaque brique posée assurait une solidité pour résister à tous les souffles du loup. Pourquoi on veut bâtir la résilience de son entreprise? Bien, on sait que le tiers des startups ne survivent pas les premiers 5 ans.
C'est que pour notre entreprise, on veut pouvoir être là dans le temps, durer dans le temps. Donc, on ne veut pas faire faillite, on ne veut pas fermer nos portes. Pouvez-vous imaginer tous les efforts que vous mettez dans votre entreprise présentement, puis tous ces efforts-là ruinés parce que vous n'avez pas su vous équiper puis vous préparer aux tempêtes qui s'en viennent? Comment est-ce que vous vous sentiriez? Frustré, triste, déprimé? Donc, c'est pour ça qu'on veut travailler sur la résilience de son entreprise. Et enfin, on va parler de comment. Comment est-ce qu'on va bâtir la résilience de son entreprise? Alors ça, on va tomber dans le vif du sujet. Au début de ma carrière militaire, on a eu un exercice particulier qu'on a fait où, durant le scénario, les chefs d'équipe, on les perdait un après l'autre. Donc, dans différentes équipes à travers l'unité et tout ça. Et là, qu'est-ce qui se passait? C'est que le second en commandement devait prendre charge, devenir le commandant et se faire remplacer en dessous. Et ça a été comme ça dans les différentes équipes. Ça a été intéressant comme expérience parce que justement, ça nous montrait que quand on est capable de se remplacer puis de s'adapter aux situations changeantes, bien, on peut continuer puis réussir la mission. Donc, quand je dis que j'ai été militaire aux gens, bien souvent, je reçois le commentaire, mais ça paraît tellement pas. Puis, je décide de le prendre comme un compliment, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'idées préconçues sur c'est quoi la personnalité type d'un ou une militaire. Alors, j'ai fait 30 ans dans les forces, et là-dedans, j'ai acquis beaucoup de connaissances, d'expériences, et j'ai fait beaucoup d'observations que je veux mettre aujourd'hui à votre service. Aujourd'hui, on va parler de quelques éléments qui aident à bâtir la résilience de son entreprise. Il y en a plusieurs, mais je vais me concentrer sur 3 principaux aujourd'hui. Puis les autres, bien, ça sera pour une autre conférence, ou bien j'écrirai peut-être un livre si j'ai le temps un jour. Donc, les premiers éléments. Le premier élément, en fait, c'est en 2 étapes. On parle de flexibilité et d'adaptabilité. Puis, il y a une distinction à faire entre les deux. Je sais que souvent, on confond les deux. C'est que je suis allée chercher des définitions. Donc, la flexibilité, c'est l'aptitude à ajuster son comportement, ses méthodes de travail en fonction des circonstances. C'est que ça nous permet d'être plus performants malgré les imprévus, les obstacles, les changements de direction. Un exemple de flexibilité en ressources humaines, si on prend un exemple de mon expérience militaire, dans une unité militaire, chaque membre est formé à plusieurs compétences. On a chacun notre rôle, mais on est capable de remplacer notre coéquipier ou notre supérieur dans le besoin. Puis ça nous permet de garantir la résilience puis l'efficacité de l'équipe, puis de continuer la mission. Bien, en affaires, la flexibilité, quand on parle de ressources humaines, ça peut être la formation des employés. Ça peut être de la délégation, de la promotion puis du empowerment. Donc, on va parler, ça c'est la flexibilité. Maintenant, on va parler de l'adaptabilité. L'adaptabilité, c'est l'art de naviguer avec aisance à travers le changement. Ça permet d'accepter puis d'intégrer les nouvelles conditions, les nouvelles technologies, les nouvelles règles qui transforment notre environnement de travail. Alors, un exemple militaire de l'adaptation. J'ai étudié en stratégie militaire, puis j'ai eu un cours à un moment donné sur la technologie des armes, l'évolution à travers l'histoire. Alors, si on pense à il y a très, très, très longtemps, comment est-ce qu'on faisait la guerre? Bien, c'était au corps à corps, avec des armes là, de poing, des haches, des épées, des choses comme ça. Plus tard, la technologie a évolué, puis on a eu des mousquets. Les mousquets, ça tirait à distance, mais c'était pas très précis. Alors, comment est-ce qu'on a changé? Bien là, on n'était plus corps à corps, on se donnait une certaine distance avec l'ennemi, mais on était en ligne devant l'ennemi, en rang serré. Puis là, c'était une question de discipline et de courage face à l'adversaire juste en face de nous, puis on tirait dessus.
Plus tard, ça a encore évolué, puis là, on a eu des armes beaucoup plus puissantes et précises. Alors là, il n'était plus question de rester en rang serré, alors on a commencé à faire la guerre de façon dispersée sur le terrain. En affaires, l'adaptabilité à la technologie en affaires, bien, ça peut être de se tenir au courant des technologies qui sortent, de voir lesquelles sont pertinentes pour nous, les adopter puis les optimiser à leur maximum et de garder une certaine veille sur ce qui se développe encore à l'extérieur parce qu'à un moment donné, ça peut devenir désuet puis vous voulez aller vers une autre technologie, alors vous la remplacez. On a parlé de flexibilité et d'adaptabilité. Mon deuxième élément, j'aime appeler ça le regard d'aigle et l'œil de lynx. Le regard d'aigle, c'est avoir la vue d'ensemble, de savoir anticiper ce qui s'en vient, les défis, pour pouvoir mieux y faire face. C'est la vision stratégique. L'œil de lynx, c'est plus dans l'opérationnel, sur le terrain. On voit avec précision comment ça se passe, puis comment est-ce qu'on va fonctionner pour optimiser ce qu'on fait. Donc ça, c'est la vision tactique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont familiers avec le tableau FFOM ou SWOT en anglais? Non? Okay. Le tableau FOM, ben c'est un tableau où on détermine c'est quoi nos forces et faiblesses à l'interne au sein de notre entreprise et les opportunités et menaces à l'extérieur qui influencent notre entreprise. Et quand on fait cette analyse-là, ça nous permet de voir plus clair, premièrement, de prendre des bonnes décisions, et ça nous permet de trouver des leviers d'action pour transformer notre faiblesse en force et notre menace en opportunité. Un exemple de ça, un exemple militaire, parce que j'aime bien prendre mes exemples militaires, c'est la guerre du Vietnam. Alors, vous savez, dans la guerre du Vietnam, il y avait les forces américaines avec les forces sud-vietnamiennes qui étaient ensemble. Puis, c'était une force écrasante, là. On sait, il y avait tout l'équipement, tout le personnel, ils dominaient le ciel. Ils étaient forts, là. C'était le Goliath de notre histoire. Puis, le Viet Cong, avec l'armée populaire, ben ils étaient un peu plus petits. Puis, pourtant, ils ont gagné. Pourquoi? Bien, le Viet Cong a utilisé des techniques de guérilla. C'est qu'il était rapide, agile, puis précis, puis se retirait. Puis en plus, le Viet Cong avait un avantage sur les Américains. Ils connaissaient leur terrain, comme le dos de leurs mains. Et troisièmement, enfin, ben, ils avaient le soutien populaire des gens dans les campagnes. Donc, c'est comme ça qu'ils ont gagné. En affaires, quand on a une entreprise locale, un David, nos ressources limitées peuvent être utilisées pour rapidement combler les trous dans l'offre des Goliaths. C'est la guérilla agile et précise. De plus, la connaissance du marché local donne un avantage à l'entreprise locale par rapport au Goliath, parce que lui cherche à aller chercher tous les marchés, mais à vouloir courir après tous les lapins, il en échappe. Puis enfin, les entreprises locales peuvent plus facilement entrer en relation avec les gens dans leur communauté et créer de la sympathie. Ceux et celles qui maîtrisent le regard d'aigle et l'œil de lynx peuvent survivre au changement, mais non seulement ça, ils peuvent en tirer profit. Le prochain élément dont j'aimerais parler, j'appelle ça frères et sœurs d'armes. Vous savez, dans l'armée, on combat jamais seul. On a beau avoir la force, la puissance, puis les habiletés individuelles, c'est l'équipe qui fait la différence. La confiance mutuelle, le soutien, puis la coordination des efforts, c'est ce qui permet d'accomplir la mission. En affaires, c'est exactement la même chose. La résilience d'une entreprise, ça repose pas seulement sur la vision stratégique, puis comment on opère à l'interne, mais c'est aussi la force de son réseau. Puis quand je parle de réseau, qu'est-ce que vous pensez que c'est? Y en a-tu qui ont des idées? C'est qui votre réseau en affaires?
C'est tout le monde ici aujourd'hui, oui. Donc, oui, c'est des réseaux, des organisations de réseautage, officielles ou non. Ça peut être aussi vos employés. Des fois, on a tendance à les mettre de côté, nos employés, mais ils sont une valeur incroyable parce qu'ils sont sur le terrain. Ils voient comment les opérations se font. Ils voient les détails des fois que ils nous échappent. Alors, c'est bien de penser à nos employés comme faisant partie de notre réseau qui peuvent faire une différence pour notre entreprise. On a aussi les partenaires d'affaires. Donc, ça, c'est des gens avec qui, des fois, vous avez des besoins en commun au niveau des ressources, par exemple, mais vous n'avez pas besoin à tous les jours, puis l'autre non plus. Donc, vous pouvez combiner vos efforts ensemble pour vous procurer cet équipement-là et pouvoir vous le partager ensemble. C'est qu'il y a plein de façons de travailler en partenaire comme ça. Il y a les collaborateurs également. Les collaborateurs, des fois, nous amènent un nouvel angle, un nouveau point de vue sur notre entreprise, peuvent nous aider à nous surpasser. Et enfin, un réseau qui nous fournit, nous réfère et nous soutient dans les moments difficiles. Comme le dit si bien l'adage, l'union fait la force. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ceux et celles qui maîtrisent le regard d'aigle et l'œil de lynx vont avoir une meilleure chance de survie. Portez attention aujourd'hui aux gens qui nous entourent ici au festival. Donc, posez-vous la question, qui ici aujourd'hui, avec qui je pourrais avoir une alliance intéressante au niveau stratégique, qui pourrait être bénéfique autant pour moi que pour l'autre? C'est que trouvez votre valeur, puis trouvez la valeur chez l'autre, puis trouvez à travailler ensemble. La résilience en affaires, c'est pas juste une question de courage individuel. C'est une question de travailler avec les autres. C'est une collectivité. Quand on s'appuie sur les bonnes personnes, ça nous aide à bâtir quelque chose de résilient. Si on revient à l'histoire de Nortel du début. Donc, il y a 3 leçons principales à tirer de l'histoire de Nortel. La première, c'est d'anticiper en continu. Donc, avoir un système de veille en place, de voir ce qui se passe dans notre environnement pour pouvoir anticiper ce qui se passe puis vraiment y réagir à l'avance. Autant à l'interne dans notre entreprise que dans l'environnement, puis on s'y adapte. La deuxième leçon de Nortel, c'est de développer des équipes interfonctionnelles. Comme ça, quand une personne n'est pas disponible pour une tâche critique, ben, il y a une autre personne qui peut prendre la relève. Donc, il y a des mécanismes de formation croisés. Ça offre de la flexibilité. Et enfin, la troisième leçon de Nortel, c'est soutenir ses employés avec des plans de continuité et d'appui pour ne pas les brûler puis devoir les remplacer. Puis être à l'écoute de leurs idées innovantes également. Comme j'ai dit, ils font partie de votre solution, de votre réseau. Donc, on a parlé de flexibilité et d'adaptabilité. On a parlé de vision stratégique et de vision tactique. Mais là, la dernière pièce du puzzle, c'est comment intégrer tout ça dans notre entreprise en ce moment. Bien, voici comment je peux vous aider. Premièrement, connexion. Je connais plein de gens très compétents à qui je peux vous référer. Ensuite, analyse et recommandation. Moi, je me spécialise dans le marketing pour les commerces locaux. Et ça me fait plaisir d'aider les gens dans ce domaine-là. Puis on me dit que je suis très bonne. Et le troisième élément, c'est les services de marketing. Donc, j'offre certains services de marketing. Et j'ai une associée également qui me complète dans ce que moi, je ne fais pas. On cherche à optimiser votre pouvoir d'attraction, puis aligner vos actions sur vos objectifs. En ce moment, j'ai 2 promotions pour vous et un tirage. La première promotion, c'est des fois, on a tendance à perdre de vue c'est quoi nos objectifs. Alors, je vous offre 1 heure d'accompagnement gratuite pour redéfinir ensemble vos objectifs SMART pour votre entreprise. Ma deuxième promo, c'est une analyse marketing complète de votre entreprise pour le montant de 800 $. C'est presque donné.
Et je vous donne des belles recommandations après ça pour votre entreprise, à vous spécifiquement dans votre marché. Et le tirage, donc j'ai un tirage, mon kiosque est le kiosque orange parmi les bleus à gauche de la scène. Donc, on a un beau tirage pour une analyse marketing d'une valeur de 1 200 $. Alors, je vous encourage à venir mettre votre nom dans le tirage. Et voilà, j'ai le code QR qui est là si vous voulez prendre rendez-vous. Je m'appelle Sarah Graham, je suis stratège marketing spécialisée dans le commerce local et j'ai à cœur votre résilience. Merci beaucoup.